avez un 10 en 3 ans, vous en aurez 20 de plus. Autrement dit, les travailleurs auront une augmentation indiciaire de 20%. C'est le point saillant de l'accord intervenu in extremis entre le gouvernement et l'UNTM. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique teste le dispositif Ebola installé à Caille après la découverte du premier cas de la fièvre. Pour la sensibilisation, leaders religieux, notabilités et communicateurs traditionnels seront mis à contribution. L'article 37 de la Constitution burkinabé divise les hommes intègres. Ils sont des centaines de milliers à descendre aujourd'hui dans les rues pour dire non au projet de révision de cet article. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Enfin, un accord entre le gouvernement et l'UNTM. Les négociations qui se sont poursuivies très tard hier dans la nuit ont abouti à la levée du mot d'ordre de grève. Le gouvernement, le patronat et la centrale syndicale ont unanimement reconnu qu'un pas historique a été franchi. Nous aurons le reportage de Makanfin Konaté au cours de cette édition et le Parlement européen qui suit de près l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans notre pays. L'institution se réjouit des efforts des autorités en faveur de la paix et de la réconciliation. Invité en Belgique pour les commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le président de la République a reçu Maria Ivanova, députée au Parlement européen. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de nos envoyés spéciaux à Bruxelles, Abdul Salam Bambara, Brahma Traoré. Pour nous, en tant que parlementaires européens, il est extrêmement important de suivre de près ce qui se passe au Mali. Et au nom du président de la République, on a une conversation très enrichissante sur les évolutions que le pays connaît dernièrement, mais aussi sur les perspectives, sur les défis. Donc aujourd'hui, il est plus qu'important que nous tous on se rende compte que Mali est un État dont on ne touche pas l'intégrité territoriale, qui défend les valeurs qui sont nos valeurs communes ensemble entre le Mali et l'Union européenne, les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, les valeurs de la paix et du dialogue. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de s'attaquer plus concrètement à des défis qui sont des défis urgents. La question de la sécurité en premier, c'est une question prioritaire. Ensuite, il est nécessaire que le dialogue à Alger se poursuive avec évidemment des pourparlers qui permettront à la paix de s'enraciner durablement et évidemment de continuer sur les différents aspects politiques, économiques et sociaux pour faire en sorte que l'État de Mali non seulement revienne sur la scène internationale dans son intégrité territoriale, mais qu'il prenne la place qui lui revient de juste valeur. Une place d'un pays qui défend des valeurs, qui sait faire des actions concrètes, mais qui le fait au nom du peuple. Et donc c'est aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu voir, un président de la République soucieux de son peuple, de son pays, et qui est venu porter la voix du Mali auprès de la communauté européenne, auprès du Parlement européen. C'est un message extrêmement bien reçu. Et le président de la République qui félicite Dilma Rousseff, présidente de la République fédérative du Brésil après sa réélection à la magistrature suprême de la République fédérative du Brésil. Ici à Bamako, débriefing autour des négociations d'Alger. Le Premier ministre a reçu l'équipe de négociation. Objectif, rendre plus lisible et dans la meilleure démarche possible les conclusions des dernières discussions. Je vous propose d'écouter Zahabi de Sidi Mohamed, ministre de la Réconciliation. Il est au micro d'Al-Husseini Touré. La délégation gouvernementale qui était à Alger a eu cette réunion avec le Premier ministre pour lui faire un compte-rendu fidèle sur les négociations d'Alger. Et avec lui, on a échangé sur le document, les commentaires et tout. Et suite à cela, le Premier ministre a pris la décision de pouvoir informer l'ensemble de la nation, de tous les secteurs de la nation, les institutions de la République, de parler aussi au niveau des régions, d'organiser des conférences de cadres et en toute transparence d'expliquer aux Maliens le niveau d'avancement de cette pourparlers et recueillir aussi leurs réactions, leurs commentaires, afin que
l'équipe puisse mieux se préparer pour la phase des négociations de l'accord qui aura lieu à Alger vers la mi-novembre. Le Premier ministre a souhaité que ce soit un travail collégial et je crois que les modalités restent à préciser. Donc il a mis en place une équipe de réflexion qui doit lui présenter le résultat de leurs travaux et qu'il portera à la connaissance du public. Et sur le même sujet, les communautés maliennes du Gabon et de la Côte d'Ivoire, dans des déclarations, soutiennent le gouvernement du Mali dans la recherche d'une paix honorable, durable et propice au développement économique, social et culturel du pays. Elles expriment par ailleurs leur ferme désapprobation face à toute idée d'indépendance, d'autonomie ou de fédéralisme. Le président de l'Assemblée nationale a reçu aujourd'hui en audience plusieurs personnalités entre le président Issaka Sidibé et ses hôtes. Il a été surtout question de développement et de coopération. Compte rendu d'audience, Isaac Tchenou. La première personnalité reçue à l'Assemblée nationale est l'ambassadrice de la République royale du Danemark. Winnie Estrup Petersen est venue prendre contact avec le président de l'Assemblée nationale quelques mois après son affectation dans notre pays. Le Mali et le Danemark partagent beaucoup de choses. C'était une prise de contact, une première échange sur la situation du Mali, le travail de l'Assemblée nationale et surtout l'appui du Danemark à cette institution. La deuxième personnalité reçue à l'hémicycle est Sidinio Acosta Adey, ambassadeur de la République de Cuba. En fin de mission au Mali, il a choisi ce jour historique pour son pays pour faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Après 4 ans et 10 mois de travail au Mali en tant qu'ambassadeur, on a fait un peu le bilan de ces périodes, bilan qui a été très fructueux pour le travail de coopération dans différents domaines de la santé, la culture, le sport, la formation professionnelle et la coopération aussi politique et parlementaire. C'est une relation très étroite, c'est une relation d'amitié et de coopération si forte qui existe et si heureuse entre Cuba et le Mali. Akosa Adey a reçu un cadeau symbolique en guise de souvenir de la part de Issaka Sidibé. La dernière personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale est l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée. Kim Jung-kap, qui vient d'être agréé dans notre pays, est venu parler des développements. Nous avons partagé certains avis sur les problèmes de développement, des relations d'amitié et de coopération dans tous les domaines, surtout entre les deux parlementaires et aussi dans tous les domaines politiques, économiques et culturels. L'ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée, un pays qui entretient depuis longtemps de bonnes relations avec le Mali, entend œuvrer au raffermissement des liens entre les deux pays. 3 jours pour parler de la relance sur la communauté de pratique sur la gestion axée sur les résultats de développement COP Mali. La validation du rapport provisoire d'évaluation de la gestion sur les populations de développement est également au menu des échanges. Nyanya Loutraoré nous donne les détails. Comment aider les populations à mieux gérer les ressources dont elles disposent? Comment aider les autorités à adapter les politiques budgétaires à ces populations? Bref, comment améliorer le quotidien des populations? Voilà l'objectif de la gestion axée sur les résultats du développement GRD. La rencontre de ce jour porte sur la relance de la dite stratégie à travers la communauté malienne de pratique sur la gestion axée sur les résultats du développement. Il s'agit d'une approche de gestion qui a pour objet l'amélioration continue des performances. La gare permet à l'administration d'avoir une perspective plus large, orientée vers l'impact de ses actions sur les populations. Cette approche s'est imposée de cette dernière décennie comme une réponse aux défis qu'affrontent les gestionnaires publics face aux exigences légitimes des citoyens et les parties prenantes au processus de développement pour une plus grande transparence dans l'utilisation des ressources publiques
une réactivité aux besoins des populations et la démonstration des résultats tangibles sur le terrain des politiques, projets et programmes de développement. La GRD porte sur des procédés clés, comme le renforcement des compétences des acteurs nationaux et leur mobilisation en faveur de l'atteinte des résultats, la facilitation du commerce, le soutien à la transformation du continent et les leaderships. Concernant ce dernier volet, l'accompagnement du gouvernement ne fera pas défaut, a déclaré Madame le ministre de l'économie et des finances. Le devoir de rendre compte à nos citoyens prend de l'ampleur et d'ailleurs à très bon escient. Nous pensons qu'il est important quand on est gestionnaire d'un tout petit pan du pouvoir et des ressources publiques sera son temps. Il faut quand même avoir la courtoisie et l'humilité de rendre compte à ceux qui nous mandatent pour ces tâches-là. Les travaux durent 3 jours. Ils ont été rendus possibles grâce au concours de la BAD et de la coopération canadienne. S'inquérir du fonctionnement du dispositif mis en place dans la prévention de la fièvre à virus Ebola, c'est le but de ce déplacement du ministre de la Santé à Kayes. La situation est calme dans la ville de Kayes et dans l'ensemble de la région. Le ministre a félicité les équipes et exhorté les communicateurs traditionnels, leaders religieux et notabilités à s'impliquer davantage dans la sensibilisation. Jafar Haïdara. Pour sa première visite à Kayes dans le cadre du suivi des activités de prévention de la fièvre à virus Ebola, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a rencontré l'équipe nationale pluridisciplinaire et l'équipe de Kayes, les autorités régionales. Objectif, faire le point de l'évaluation de la situation. Une situation qui est calme selon le gouverneur de la région, d'où la satisfaction du ministre. Les deux équipes, l'équipe venue de Bamako et l'équipe de Kayes, ont fait un travail formidable que j'ai tenu avec ma délégation à venir voir sur place. Nous avons eu une synthèse très parlante de ce qui a été déjà fait. Et il nous reste qu'à encourager les équipes. Et en ce qui nous concerne, quelques besoins ont été exprimés. Nous ferons tout pour que les besoins soient mis à la disposition de l'équipe afin qu'elle puisse bien mener sa mission. Après la rencontre du gouvernorat, le ministre et sa délégation se sont rendus à l'hôpital régional où ils ont visité le site devant abriter les personnes en observation. Le site qui est en chantier est composé de 8 tentes qui comptent chacune 8 lits. Je me suis réjoui de trouver que les personnes ont un bon état moral. Certainement, il y a eu la contribution du personnel soignant. Le ministre était accompagné du représentant de l'OMS au Mali qui a apprécié les dispositifs mis en place. Il ne faut pas que la panique s'installe. Nous devons être vigilants et appliquer les mesures qui sont éditées dans ce cas d'espèce. Auparavant, le ministre avait reçu des dons de PAM, notamment la pâte en tube A29, riche en éléments nutritifs et à haute valeur énergétique. Le don est composé de médicaments offerts par le notaire Youssouf Sissé et de céréales offertes par l'établissement Abdoulaye Niang. Ces dons sont destinés aux personnes en observation. À la fin de sa visite, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est confié au micro de nos correspondants sur place. Il s'est dit satisfait du travail abattu par les équipes sur place. Il appelle tout de même à la prudence. Nous l'écoutons. J'ai d'abord un message de félicitations pour les agents de santé de Kayes, tout confondu. Kayes a été très prompte, à commencer par le doyen que je ne connais pas mais que je connais de nom, Madou Pédiatrie, qui a suspecté autre chose que le paludisme et qui a dit tout de suite de référer à l'hôpital. Et quand la malade est arrivée à l'hôpital également, il y a eu les premières tentatives de traitement, mais au bout de quelques minutes ou quelques tentatives, alors il y a eu tout de suite le déclic et les spécialistes ont dit on va appeler Bamako pour dire qu'il y a un cas suspect. Et ce qui a été fait, et immédiatement nous avons levé une mission pour venir faire le prélèvement de sang que nous avons pu examiner dans les 8 heures ou 10 heures qui ont suivi et nous avons su que c'est un cas positif. Donc je ne peux que féliciter cette équipe-là et l'encourager. Je me suis réjoui de trouver que les personnes ont un bon état moral. Certainement, il y a eu la contribution du personnel soignant. Il y a eu la contribution du personnel soignant qui est
la partie du personnel qui est concernée, qui vit avec le personnel civil, qui est la famille ou les proches de la malade. Et donc, j'ai trouvé que les intéressés sont dans un état moral très élevé. Ils n'affichent pas la détresse. Et je crois qu'ils ont compris la situation qui est là. À Caille, une mission nationale a rencontré les travailleurs de l'hôpital régional. Elle a échangé avec eux sur le dispositif mis en place pour la gestion de la fièvre à virus Ebola. Les travailleurs ont présenté des doléances relatives à la formation, l'équipement et protection du personnel. Siaka Konaté, compte rendu. Puisqu'ils ont eu un contact avec les premiers cas d'Ebola, 11 agents de l'hôpital régional de Caille sont mis en quarantaine. Le syndicat demande des mesures d'accompagnement, notamment un appui pour leurs familles. La doléance a été présentée au cours de la rencontre que l'équipe nationale pluridisciplinaire, la direction de l'hôpital et la direction régionale de la santé ont eu avec les travailleurs. Autre préoccupation soulevée, la formation des agents et leur dotation en moyens pour pouvoir faire face à d'éventuels cas. Pour toute la région, il n'y a que 2 personnes formées et 2 personnes ne peuvent pas faire la prise en charge dans ce genre d'épidémie. Donc nous avons un besoin de formation, nous avons un besoin de moyens pour pouvoir travailler efficacement pour que nous soyons protégés et pour que nous puissions mener notre combat de tous les jours qui veut les soins. La directrice nationale de la santé a fait un rappel des efforts fournis par le gouvernement, notamment l'élaboration du plan de contingence, le déploiement des équipes sanitaires au niveau des frontières, sans oublier la formation des formateurs. Comme le cas était à l'hôpital, vous savez, nous ne connaissons pas l'Ebola, ce n'est pas une maladie de notre sous-région. Donc les gens étaient inquiets de voir un cas au sein de l'hôpital. Ça a effrayé le personnel de santé. Il serait bon quand même qu'on vienne s'entretenir avec eux parce qu'on nous a fait savoir tous les efforts qu'ils ont fournis pour la prise en charge du cas qu'on a découvert ici. En tout cas, la directrice nationale de la santé, tout comme le secrétaire général du syndicat, félicite le personnel pour le travail qu'il a abattu et appelle les agents à plus d'engagement pour relever les défis liés à la fièvre Ebola. À Sikasso, tout est mis en œuvre pour une large sensibilisation des populations en milieu urbain, rural et dans les établissements scolaires également. Une de nos équipes de reportage est allée sur le terrain. Voyez ce reportage signé Sekou Konaté. Depuis l'apparition des premiers cas confirmés de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans le pays voisin de la Guinée, avec lequel Sikasso partage une frontière, les autorités régionales ont engagé une vaste campagne d'information et de sensibilisation, avec la mise en place d'un dispositif de surveillance dans les cercles frontaliers. À la date d'aujourd'hui, nous avons 10 postes d'isolement le long de la frontière avec ces 3 pays. Et nous avons 34 postes de contrôle. Et au niveau de chaque poste de contrôle, nous avons 2 agents de santé. Et j'ai dit, ces agents sont postés non seulement au niveau de l'entrée des véhicules, savoir les postes de contrôle gendarmerie douane, mais les zones d'orpaillage traditionnelles, parce que ça, c'est des zones qui sont fréquentées par les populations de la Guinée, du Sierra Leone et même du Libéria. À la date d'aujourd'hui aussi, nous avons eu 2 cas suspects. 2 cas suspects, un cas à Zégua, qui a été prélevé et qui a été envoyé à Bamako. Le résultat s'est avéré négatif. Il y a eu aussi un cas à Séléngué et qui a été prélevé aussi et le prélèvement s'est avéré négatif. À l'annonce du premier cas confirmé dans notre pays, le dispositif connaît aujourd'hui un renforcement. Nous rentrons dans la surveillance active. La surveillance active qui est basée sur la recherche de cas. Maintenant, on ne va plus nous arrêter à ce que le système même nous amène, mais c'est le personnel de santé. Maintenant, les consignes, c'est clair, c'est d'aller chercher tout cas suspect où qu'il se trouve. Sur un autre plan, les médias, à travers les micro-programmes, participent activement à la campagne d'information et de sensibilisation des populations. Dans les milieux scolaires, les consignes d'hygiène sont bien respectées, comme ici, à l'école de Mankourani, premier cycle A. Pour protéger donc les enfants, on leur demande donc de se laver donc les mains donc avant d'entrer en classe
Ensuite, à la sortie, donc, de se laver aussi les mains avec de l'eau propre et du savon. Donc, nous avons donc des lave-mains donc, devant chaque classe. Les élèves, eux, ont une connaissance de la maladie. La fièvre Ebola est une maladie très contagieuse et mortelle. Chaque jour, laver les mains avec l'eau et du savon. Il faut éviter de toucher les personnes malades. Face à cette maladie, les autorités sanitaires de la région recommandent donc. C'est vraiment de demander aux uns ou aux autres de nous aider à travers l'information. Parce que tout cas suspect, le Mali est en période d'épidémie. En période d'épidémie, toute mort suspecte doit être portée à notre connaissance. Ça veut dire que quand quelqu'un décède d'une cause inconnue, cette information doit être portée à un agent de santé. Et toute personne aussi présentant un signe, les signes de cette maladie sont la fièvre, les vomissements, la diarrhée, et avec des saignements du nez, même du sang qu'on trouve dans les vomissements et même dans les ailes. Donc face à un cas comme ça, c'est d'alerter tout de suite le système de santé. Alors, vigilance, prudence et hygiène renforcée doivent rester désormais les maîtres mots en cette période. Stop Ebola, 4e région, une grande rencontre d'information et de sensibilisation a réuni aujourd'hui même le gouverneur et les représentants des cercles de la région de Ségou. Objectif, trouver des stratégies pour éviter des cas dans la région de Ségou. Compte rendu Kandesila. Face au virus Ebola, l'heure doit être à la mobilisation générale et à la vigilance. C'est en ces termes que le gouverneur de la région situe le contexte de cette réunion d'information et de sensibilisation sur la maladie. Nous, en tant qu'autorité, on a dit qu'il était bon de sensibiliser effectivement la population, de leur donner toutes les informations pour ne pas céder à la panique et les appeler au calme. La rencontre aura permis de faire avec l'ensemble des autorités régionales, les élus et autres responsables, la situation épidémiologique avec l'enregistrement du premier cas à Caille, mais surtout du dispositif mis en place au niveau de la région pour éviter le virus. À ce jour, un espace a été identifié à Pelengana pour servir d'isolement des cas suspects. Nous avons prépositionné les antibiotiques et les solutés au niveau de tous les centres de santé de référence et l'hôpital Nangor Fomba. Donc pour la prise en charge des cas suspects éventuels. Et aussi, nous avons travaillé conjointement avec la presse pour donner le maximum d'informations afin de rassurer la population des dispositions prises dans la région pour qu'il n'y ait pas de panique. La lutte passe forcément par un changement de comportement, d'où cet appel du gouverneur de Ségou. Les dispositions ont été prises au niveau des services afin que nous puissions pour le moment, dans chaque service, se laver la main en rentrant dans les bureaux, en sortant de se laver la main, que les usagers aussi en font autant. Dans les écoles, au niveau de l'académie, on a demandé à l'académie de prendre toutes les dispositions pour que alors on puisse expliquer aux enfants ce qui se passe et que dans les écoles, les enfants puissent être désinfectés en rentrant en classe et en sortant. En tout cas, les habitudes commencent déjà à bouger avec l'engouement pour des gels antibactériens, même si le coup n'est pas à la portée des communs de Ségoviens. Voilà, c'était donc là la page consacrée à Ebola, page que vous aurez dans nos éditions du soir. Enfin, un accord entre le gouvernement et l'UNTM. Les négociations se sont poursuivies très tard hier dans la nuit et ont abouti à la levée du mot d'ordre de grève. Le gouvernement, le patronat et la centrale syndicale ont unanimement reconnu qu'un pas historique a été franchi. Makamfi Konate. La gestation aura duré 13 heures d'horloge, 13 heures au cours desquelles discussions enflammées, heurts, prières et messages de sagesse se sont succédés. C'est finalement à 4 heures du matin que les parties apposent leur signature sur le procès verbal. Un acte qui symbolise la victoire pour certains et la délivrance pour d'autres. Voici, après un long cheminement, du mois d'août à aujourd'hui, autour d'un accord complet entre le patronat, le gouvernement et l'Union nationale à travers le Mali,
sur les 17 points qui ont fait l'objet de revendications par notre centrale syndicale. Ces discussions ont abouti à un accord autour, notamment, de quelques points que je voudrais citer, notamment la valeur du point d'indice, le SMIC, la baisse de l'ITS, entre autres. Les 5 sages de la commission de médiation qui ont dû parfois mettre entre parenthèses leur sagesse ont finalement félicité les deux parties. Je vous remercie d'avoir accepté de travailler dans l'intérêt de vos camarades avec les revendications que vous avez posées et qui ont abouti grâce à une compréhension mutuelle entre la centrale et la partie gouvernementale. Il a fallu beaucoup d'esprit, de compréhension, beaucoup de haine, mais on s'est compris, ça c'est malien. Le seul souci du gouvernement était de ne pas s'engager sur une promesse qu'il ne peut pas tenir. Ce qui était difficile pour le gouvernement, c'était de s'engager dans ce qu'il ne pouvait pas tenir. Ça, c'est des instructions que nous avons, d'aller véritablement de mettre toutes les possibilités que l'État a pour satisfaire ce que les travailleurs demandent, mais de nous amener nous engager dans ce que nous ne pouvons pas tenir. Parce que notre pays, nous connaissons des expériences comme ça, qui ont débouché sur des crises. Et en tant que gouvernement responsable, c'est ce que nous avons fait comprendre à nos partenaires de l'INTM, que les engagements que nous prenons seront tenus. C'est pourquoi ils doivent être mis dans les mesures du raisonnable. C'est ce qu'ils ont accepté et c'est ce qui nous a permis, malgré aussi leur engagement, d'arriver à des conclusions heureuses pour le pays, pour les travailleurs, ce dont nous nous réjouissons, et pour le gouvernement aussi. Le danger une fois écarté, les partis ayant obtenu satisfaction, il reste à savoir à combien se chiffrerait le prix de cola que les deux partis verseraient à titre d'amende à la commission de médiation. Car, il faut le dire, contraindre des patriarches de 87 ans à passer une nuit blanche n'est pas sans amende au Mali. Toutes nos excuses de la qualité quelquefois mauvaise de ce son. Une augmentation donc de 20% de la valeur du point d'indice en 3 ans, le relèvement du SMIC, la majoration des allocations familiales sont entre autres accords intervenus au terme des négociations gouvernement UNTM. Le secrétaire général de la centrale était ce matin face à la presse pour faire le point de la mise en œuvre de ces accords. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, est au micro de Nouhoum Sissoko. La question du SMIC, les propositions en proposition, finalement, nous avons pu arrêter 35 000 francs à compter de 2015 et 40 000 francs pour 2016. Et en ce qui concerne les allocations familiales également, au terme de l'accord, le gouvernement a accepté 3 500 pour les autres, mais la prise en compte pour les enfants handicapés a été ramenée quand même à 4 000 francs. Bon, ce qui concerne la valeur indiciaire, il se trouve que le principe de 20% d'augmentation a été accepté par les deux parties, mais par rapport maintenant à la date d'application, il y avait un peu de difficulté. Mais malgré tout, quand même, on n'est pas revenu à s'entendre sur 10% pour 2015. Mais l'application en juillet, avec un rappel de janvier à juin, et les autres 10% répartis sur 2016 et 2017. En ce qui concerne l'élément sur l'ITS, nous maintenons vraiment également nos 10%. Ça fait l'objet d'accord en attendant qu'on mette en place cette commission pour travailler les tarifs d'électricité. Et tous ces accords qui ont été signés, nous avons eu à fixer vraiment des délais. Et les suivis, l'évaluation qu'on doit faire au fur et à mesure, nous allons les faire à tout moment. Élection législative partielle de Yorosso, le candidat du parti Sadi était en campagne la semaine dernière à Tandjo. Joël Guita et sa délégation sont allés sensibiliser et solliciter le vote de la population de Tandjo. Abdul Karim Kaba, compte rendu. Après plusieurs localités de Yorosso sillonnées par le candidat du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi,
Voilà la forte délégation du candidat Joël Goïta à Tandjo pour la campagne législative partielle. Là, c'est une foule de grands jours qui attendait la délégation. Occasion pour le secrétaire général du parti d'inviter la population à une mobilisation pour une élection réussie. Nous comptons sur toute la population de Yorosso parce que la victoire de notre candidat, ce serait une victoire de Tandjo, mais ce sera la victoire plutôt de toute la population de Yorosso et de tous les cercles, toutes les 9 communes de Yorosso. Alors donc nous lançons en ce moment un appel pressant à toutes les 9 communes de Yorosso de sortir massivement le 2 novembre et de porter leur choix sur notre candidat qui est le meilleur des candidats. Tous les militants et sympathisants du parti Sadi se sont mobilisés pour la cause. Le secrétaire général du parti s'est dit confiant et promet de défendre les causes de toutes les villes du Mali en général et celles de Yorosso en particulier. Et c'est l'occasion qui m'est offerte pour présenter toutes mes condoléances à la famille du député Draman Goïta qui est décédé. Le parti Sadi, qui est un parti habitué aux masses populaires, et qui a un candidat sur le lieu, à savoir Joël Goïta. Nous sommes venus pour apporter notre soutien et rappeler encore une fois les principes directionnels, optionnels de notre parti fondé sur le socialisme scientifique et qui prône la terre aux paysans et la promotion des travailleurs de ce pays. Et nous avons beaucoup d'espoir parce qu'on a eu une adhésion sans faille à Tandjo. Voilà, nous sommes venus en gros pour dire aux populations de Tandjo porter davantage la voix du parti Sadi à l'Assemblée nationale en complétant nos députés à 6 et c'est 6 messages différents dans la forme mais convergents pour le bonheur des paysans de notre pays, pas seulement de Yorosso, mais des paysans de notre pays parce que le parti Sadi se veut le porte-parole des masses paysannes. Cette tournée dans le cercle de Yorosso a permis au candidat Joël Goïta du parti Sadi de mesurer le soutien des populations à son parti. Et après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du candidat du parti ASMA CFP pour le premier tour de l'élection législative partielle de Yorosso. Actualité hors de chez nous, des milliers de Burkinabés sont descendus dans la rue aujourd'hui pour dénoncer un projet de révision constitutionnelle permettant le maintien au pouvoir du président Blaise Compaoré. Une manifestation d'une ampleur historique selon les observateurs. L'opposition avait appelé à manifester dans tout le pays contre ce qu'elle appelle un coup d'État constitutionnel du président Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. L'opposition parle d'1 million de manifestants dans les rues de Ouagadougou. Mais sans rentrer dans des bagarres de chiffres, on n'a jamais vu ça de mémoire de Burkinabé. Les manifestants s'opposent à la révision constitutionnelle qui devrait permettre le maintien au pouvoir de Blaise Compaoré. La place de la Nation, point central de la capitale, débordait de monde. Les slogans hostiles au régime fusent de toutes parts. Hier déjà, ce sont les femmes qui ont envahi les rues, bien décidées à se faire entendre. Elles brandissaient des spatules, symbole de leur défiance à l'égard des hommes, et surtout à l'égard de l'actuel président Compaoré qui tente de se maintenir au pouvoir après 27 ans à la tête du pays. Il faut que l'Afrique avance. Il faut qu'au Burkina, qu'il n'y ait plus un président qui fasse plus de 10 ans. Parce que nous devons avancer. L'opposition qui organisait cette manifestation parle d'un coup d'État constitutionnel. Elle appelle le président à écouter son peuple, à écouter ses maires. Contre le coup d'État constitutionnel. Elles ont soutenu Blaise Compaoré pendant 27 ans de pouvoir. Mais quand elles lui disent qu'il a assez fait, que cela suffit, il doit comprendre le message de ses mamans. C'est jeudi que le Parlement doit voter le projet de loi visant à réviser l'article 37 de la Constitution. L'opposition et la société civile entendent bien continuer à faire pression sur les parlementaires dans la rue pour qu'ils n'adoptent pas cette loi.
Ici à Bamako, le camp Damien Boite 6 à l'aéroport Bamako-Sénou passe désormais sous le contrôle des autorités maliennes. Ces clés ont été officiellement remises à la direction de l'aéroport en présence du chef d'état-major général des armées et de l'ambassadeur de France dans notre pays. Direction le nord du pays pour les soldats français qui occupaient le camp. Tiemogo Sagara sur des images de la Dirba. C'est désormais le drapeau du Mali qui flotte seul sur le camp Damien Boite 6 à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Ce camp inauguré en 2013 abritait les forces françaises, c'est-à-dire Serval, et depuis le 1er août 2014, l'opération Barkhane. La remise de ces clés aux autorités aéroportières du Mali marque la fin d'un dispositif visible de la présence des forces armées françaises à Bamako. C'est la dernière page de l'opération Serval que nous venons de fermer. Ce qui concerne le grand livre de l'opération Barkhane, vous pouvez être sûr que cette histoire se continue. Et elle se continuera avec la même volonté de lutter contre le terrorisme. Mais cette page va s'écrire un peu plus au nord. L'ennemi qui a été mis en déroute s'est reconstitué et il est nécessaire dans le cadre du G5 Sahel qui a été si bien rappelé qu'il est nécessaire de continuer les efforts cette fois-ci en conjoint avec une armée reconstituée, avec des armées des 5 États membres, mais aussi des partenaires au devant desquels se trouve aujourd'hui à la fois la MINUSMA et Barkhane, que nous arrivions ensemble à bouter hors du territoire, hors de ces territoires, tout ce qui peut constituer des menaces potentielles aux efforts de développement. Selon la diplomatie française, cette cérémonie est la transition vers un avenir radieux des armées maliennes et françaises. Cette remise, c'est un symbole, c'est le symbole de Barkhane. Barkhane est plus au nord, Barkhane est régional. Barkhane est un dispositif efficace qui répond à l'évolution de la menace. La menace devient régionale, le dispositif devient régional. Les forces françaises n'ont plus besoin du coup d'être à Bamako, il faut qu'elles soient plus loin, plus au nord, et aussi dans les autres pays. Donc en fait c'est aussi le symbole de notre réorganisation. Dans ce camp, les soldats français, leurs frères d'armes maliens et ceux de la MINUSMA ont tissé des relations de collaboration très poussées. Cette nouvelle phase oblige les soldats français, maliens et ceux de la MINUSMA à aller de l'avant avec confiance dans la lutte contre le terrorisme. Et de l'autre côté, à Tombouctou, le groupement tactique interarmes Debo vient de prendre position. Ces hommes qui viennent d'achever leur formation à Koulikoro sont opérationnels pour renforcer le dispositif existant sur le terrain. Le commandement a mis à leur disposition de la logistique pour mieux accomplir leur mission. Adama Djimdi. Ces hommes sont des soldats professionnels, aguerris, fraîchement rentrés de la formation de l'Union européenne au profit de nos éléments à Koulikoro. Ils sont de l'artillerie, de l'infanterie, des blindés, du génie et de la compagnie para. Le GTA, groupement tactique interarmes Debo, nom du lac Debo, vient prendre position dans le secteur numéro 3 qui va de Taoudeni à Nara. Vous êtes ici pour une mission noble, salutaire, qui demandera de vous un don de soi et discipline, rigueur et surtout de courage et bravoure. Vous êtes venus pour défendre le Mali, un et indivisible. C'est des soldats professionnels, ils ont fait leur preuve partout et ils viennent de faire la formation EITM qui est un plus pour eux. Donc je ne doute pas de leur capacité. Ce qui est à positiver dans cette situation, c'est l'acquisition de la confiance de la population. Le GTA Debo est ainsi opérationnel sur le terrain pour renforcer les positions initiales. Les hommes bien formés ont débarqué avec une logistique à la dimension de la mission qui leur est assignée. Vous voyez déjà un GTA formé EITM avec tous ses moyens qui s'ajoutent aux moyens initiaux du secteur numéro 3. Donc ça nous met dans une position de confiance et surtout d'opérationnalité à toute épreuve. Ces hommes seront déployés partout où besoin sera pour traquer l'ennemi, quelle que soit sa position.
Le ministre du Développement rural vient de boucler une visite de terrain de 72 heures dans les zones de production des cercles de Douanza, Koro et Bankas. Il a pu constater l'évolution de la campagne en cours et l'exécution des plans de campagne agricole consolidés et harmonisés. Compte rendu depuis Mopti, Yacouba Maïga. Ce sont les sous-secteurs de Umburi et Boni dans le cercle de Douanza qui ont constitué la première étape de cette visite du ministre du Développement rural en région de Mopti. Une occasion pour le docteur Bokari Treta de s'imprégner sur le terrain de l'état d'évolution de la campagne agricole 2014-2015 à travers le suivi des plans de campagne consolidés et harmonisés sur lesquels le gouvernement entend s'appuyer comme principaux instruments de planification stratégique du développement local. Nous avons enregistré que globalement dans le cercle, la pluviométrie a été moyenne, de moyenne assez bonne, et les cultures ont poussé régulièrement. Malheureusement, nous avons deux grandes poches vraiment, qui enregistrent des déficits importants en matière de pluie. Les communes de Ombori et celles de Boni. Si à Umburi et à Boni, la population s'attend à une mauvaise campagne agricole, due essentiellement à la mauvaise pluviométrie et à l'insécurité résiduelle dans le bassin de production de Kourou, qui supporte 16% de la production de la région, l'espoir est permis, même si l'on constate quelques poches de sécheresse. À Bankas, la situation est également bonne dans l'ensemble, mais ce qui a le plus impressionné le ministre Treta à ce niveau, c'est la vallée du Sourou, dans la commune de Baye, avec un immense potentiel agro-silvo-pastoral dont la mise en valeur est inscrite dans les priorités du gouvernement à travers la création bientôt de l'Office de développement de la vallée du Sourou et l'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement. La richesse de notre pays, c'est d'abord la terre, ensuite vraiment l'eau et puis le soleil. Et c'est ce qui a inspiré les plus hautes autorités à faire de l'agriculture le moteur de notre développement. Et par chance, vraiment à Baye, il y a tous ces éléments-là. À travers cette visite, le docteur Treta s'est aussi réjoui de la réalisation à Kourou par l'Union économique monétaire ouest-africaine d'un marché à bétail d'envergure sous-régionale qui a coûté un peu plus de 110 millions de francs CFA. Harmonisation des approches de lutte contre le VIH et le sida par 8 pays de la sous-région. 19 associations de lutte sont représentées dans notre pays à un atelier sous-régional. Compte rendu Moïse Traoré. Le Mali est à même de partager son expérience de 20 ans dans la lutte contre le VIH-Sida. L'association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH et le Sida, ARCAD, porte la plateforme devant œuvrer à l'harmonisation des approches de lutte. Le Sida a changé de visage et nous devons nous adapter. Les associations de lutte contre le Sida, efficaces et efficientes dans leur pays, ont décidé, avec notre partenaire de tous les jours, la France, c'est pour aide, de mutualiser les moyens pour renforcer les capacités et les compétences afin d'être efficaces. L'objectif de ces 3 jours, c'est d'arriver à faire travailler ensemble ces 19 associations pour qu'elles arrivent à construire un programme commun de renforcement de capacité qu'elles vont gérer elles-mêmes. Nous, on se contente d'apporter l'argent, d'apporter notre savoir-faire de 20 ans de renforcement de capacité dans la région. À l'atelier sous-régional sont représentées 19 associations de 8 pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal et la Guinée. La manière dont on réagit face à Ebola, les peurs que ça génère, la discrimination que ça génère, me rappelle ce qu'on a vécu il y a 30 ans avec l'épidémie de sida. Pendant 3 jours, l'atelier sous-régional évoque les enjeux du renforcement de compétences des acteurs pour aboutir à la définition d'un modèle de partenariat. Journée d'information et de sensibilisation sur la protection sociale au Mali, l'assurance maladie obligatoire, l'assurance maladie volontaire, le régime d'assistance médicale sont entre autres thématiques débattues au cours de la rencontre qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, mois qui s'achève dans 2 jours, Agali Agagissa.
La couverture sociale fait partie des droits fondamentaux de l'homme et peu de citoyens en bénéficient au Mali. C'est pourquoi le gouvernement organise cette journée d'information sur la politique nationale de protection sociale au Mali. Parmi les thèmes retenus figure l'assurance maladie obligatoire, AMO, mise en œuvre par la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM. Dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire, il s'agit de présenter comment le dispositif est organisé, les avantages que les gens peuvent tirer de l'assurance maladie obligatoire et comment est-ce qu'aujourd'hui le régime est mis en place au quotidien. En ce qui concerne les personnes vulnérables, l'Agence nationale d'assistance médicale joue sa partition à travers le régime d'assistance médicale RAMED. Cette réforme s'appellerait le régime d'assistance médicale, contrairement à l'AMO. Ce régime est dédié aux personnes sans ressources. Les travailleurs indépendants ne sont pas oubliés. Ils sont pris en charge par l'assurance volontaire de l'INPS. Pour adhérer au régime, il faut se faire immatriculer à l'Institut national de prévoyance sociale au niveau du service de l'assurance volontaire. En ce qui concerne tous les travailleurs indépendants. Les mutuelles de santé sont également des maillons importants dans la politique de la protection sociale, une politique que le gouvernement entend consolider à travers d'autres réformes d'ici 2018. Deux chantiers majeurs sont ouverts dans le domaine de la protection sociale pour les années à venir. Il s'agit notamment de la mise en place d'un régime national de couverture sanitaire universelle et d'un programme national de filets sociaux. À la faveur du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, des cartes d'assistance médicale ont été remises à des bénéficiaires par le ministre. Et cette bonne nouvelle pour les populations riveraines du chemin de fer Bamako-Dakar, l'accord cadre relatif au projet de réhabilitation de la voie ferrée Bamako-Dakar a été signé cet après-midi au ministère de l'Équipement et des Transports. Et il s'agit là de l'accord qui a donc été signé avec une société chinoise. Nous en reparlerons plus en détail dans nos éditions de demain. Le ministre des Affaires religieuses et du culte échange avec la Commission nationale d'organisation du Hajj 2014. L'objectif à travers cette rencontre est de faire le bilan du pèlerinage de cette année. Agibou Koulibaly. Pour une première fois dans notre pays, le Hajj est organisé par le ministère des Affaires religieuses et du culte. C'est pourquoi, après le retour des pèlerins, il est impérieux d'évaluer le travail exécuté par la Commission nationale d'organisation du pèlerinage de cette première expérience. Aujourd'hui, s'il faut tirer le bilan de cette opération, nous pouvons dire Alhamdoulilah. Et pour l'atteinte de l'objectif final, qui était de conduire naturellement les pèlerins à Mina et à Rafah, j'ai été encadré, j'ai été orienté, j'ai été aidé, j'ai été conseillé. En fait, on va dire que c'est cette synergie d'action, cette entente entre les différentes équipes qu'on est revenu de cette mission la tête haute. Pour le ministre Diallo, le premier coup d'essai est devenu un coup de maître, malgré quelques imperfections constatées. Nous avons fait notre mieux, surtout pour la réussite de la phase spirituelle, qui est aussi l'essentiel du pèlerinage. Alors, ces aspects de commodité, etc., je crois qu'il y a souvent des questions de malcompréhension, et un avionneur qui ne veut pas que des pèlerins durent ici, les prend 2 vols au lieu de 3, pour que ça aille très vite, et l'hôtelier qui n'était pas fin prêt pour recevoir 500 personnes en une nuit, etc. C'est des questions d'aiguillonnage. Au cours de la rencontre, les agences privées ont été félicitées par la Commission nationale d'organisation du Hajj pour leur franche collaboration sur les lieux saints de l'islam. Rendez-vous est donc pris pour le Hajj de 2015.
Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, a l'honneur d'informer la communauté musulmane que le croissant lunaire Muharram ou Djominekalo a été aperçu dans notre pays à la date du vendredi, à la date du 24 octobre 2014. En conséquence, le mois lunaire Muharram ou Djominekalo a débuté au Mali le samedi 25 octobre et la fête d'Ashura sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national le lundi 3 novembre 2014. Page noire, paroisse catholique de Kati, l'Institut des filles du cœur immaculé de Marie. Les sœurs, prêtres et fidèles chrétiens du Mali sont en deuil. La doyenne des sœurs, après 69 ans de loyaux services religieux, nous a quittés le jeudi 23 octobre. Les obsèques ont eu lieu hier au noviciat. Étaient présents, outre l'archevêque Jean Zerbo, plusieurs prêtres et sœurs venus des différents diocèses du pays, le ministre des Affaires religieuses et du culte, et de nombreux parents et sympathisants. Fadim Bakita. Ronde de prière autour du cercueil, méditation et chant de recueillement, ce sont là les derniers hommages rendus par la communauté chrétienne du Mali en général, les filles du cœur immaculé de Marie, les sœurs et fidèles catholiques de Kati en particulier à la sœur Anna Koulibaly. Une messe d'action de grâce pour accompagner celle qui a abandonné sa famille pour se consacrer à Dieu 69 ans durant. Née vers 1925 à Banankourou dans la région de Ségou, la défunte prit le nom Anna dans ce même institut le 10 mai 1945. De cette date à son dernier soupir, la doyenne des sœurs a toujours confessé en Jésus-Christ mort et ressuscité. Elle a été baptisée le 24 décembre 1937 à Ségou. Sœur Anna est l'une des pionnières de l'Institut. Elle part rassasiée d'années, mais aussi comblée par le Seigneur. Je l'ai aimée jusqu'à présent, jusqu'à sa mort, parce qu'elle était vraiment dévouée pour la congrégation. En s'inclinant devant ses consoeurs et la dépouille, l'archevêque Jean Zerbo a aussi émis des vœux pour le Mali. En leur accordant sa paix et son pardon, le Seigneur gratifie notre pays et tous les pays en conflit de cette paix. Souvent au milieu des pleurs, une lueur de joie faisait surface à travers des pas de danse des petites filles sûres de la résurrection de leur grand-mère. Sœur Anna est porteur d'un espoir. Elle a porté la croix, aujourd'hui elle est portée par la croix. Et il nous a été dit, je crois bien, que le jour où il adviendra que chacun, les uns et les autres, devront prendre l'arme, l'épée vengeresse, que seuls ceux qui auront sur le front la croix seront sauvés. Je crois que Sœur Anna est sauvée. L'assistance retient d'elle la discrétion et l'humilité, une vie spirituelle très profonde et son sens de l'apostolat. La sœur Anna repose désormais dans la sérénité au cimetière de la maison non loin du noviciat. Elle s'en est allée à l'âge de 89 ans, laissant derrière elle une centaine de filles en formation, des consoeurs, parents et sympathisants très attristés. Que Dieu l'accueille dans son paradis. À suivre après ce journal l'intégralité de la cérémonie de signature de l'accord entre le gouvernement et l'UNTM. C'est donc tout pour ce soir. Demain 10h-13h, Mohamed Touré. Je serai là à 18h-20h. Tout va bien.